Eh bien, je vais continuer dans mon exploration de la psychose en suivant le droit fil qui a été le mien dans mon exploration des cultures et des langues, à savoir l'inverse de celui de Lacan, là où Lacan voit des différences fondamentales, par exemple entre le chinois, le japonais ou l'anglais qui lui semble être des obstacles à l'analyse, ou même le fait d'être catholique, alors que moi je vois plutôt des continuités dans toutes ces positions linguistiques ou culturelles, et bien de même je vois des continuités entre psychose et névrose, là où il s'évertue, mais comme l'immense majorité de la population psy, à faire des différences radicales entre névrose et psychose. Il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, bon, j'ai commis un article là-dessus, des gens pourront le retrouver sur mon site à la rubrique cinéma, c'est Les Langoliers de Tom Holland, d'après une nouvelle de Stephen King. Les passagers d'un avion entre Los Angeles et Boston se retrouvent dans une rupture du tissu spatio-temporel. Donc ils se retrouvent dans un monde qui est toujours là, mais où il n'y a plus personne, il n'y a qu'eux. Et ils s'aperçoivent très vite que c'est parce que lorsqu'ils ont franchi cette barrière, un trou dans le tissu spatio-temporel, eh bien ils étaient tous endormis. Ce qui était une façon de dire « ils rêvent ». Et ils continuent de rêver. Et l'un des personnages, qui se présente comme un homme d'affaires capricieux et égocentrique, et toujours râleur et réclamant des passe-droits, s'avère être un type qui est dans un moment de psychose. Pourquoi ? Parce que on nous montre par des flashbacks qu'il a toujours été en très grande terreur à l'égard de son père qui était effectivement terrorisant. Un gars qui ne cessait de le menacer s'il n'avait pas de bonnes notes, s'il ne travaillait pas plus, et qui le menaçait régulièrement de ses langoliers, qui est un néologisme pour des êtres qui ne sont que bouche et dents. Et le père mime avec des grimaces le fait que les langoliers viennent venir déchiqueter le corps de son fils s'il ne fait pas bien. Et c'est ce qui va se passer à l'aérodrome désert où ils vont atterrir. Ces langoliers vont se manifester. D'abord, on les entend de loin. C'est la petite fille aveugle du groupe qui les entend le mieux puisqu'elle a l'ouïe la plus développée. Et ensuite, on voit les pylônes de la ligne électrique qui s'effondrent tout doucement comme s'ils devenaient mous. Et là, je comprends tout de suite que, oui, ces langoliers sont en rapport avec le fait de la détumescence. Le courant ne passe plus, il n'y a plus à désirer, la libido ne passe plus, et donc arrivent les langoliers à la suite. Après avoir fait débander les pylônes, ils arrachent les arbres de la forêt et ensuite ils se retrouvent sur le tarmac où est posé l'avion et se mettent à poursuivre essentiellement ce Craig Tommy, cet homme d'affaires capricieux et tyrannique comme pouvait l'être son père. Et pourquoi ça se passe à ce moment-là ? Parce que, en prenant l'avion, dans une interview à des journalistes, il explique qu'il vient de faire perdre 43 millions de dollars à sa société, mais à dessein, quelque part, pour se présenter comme cible pour des tueurs éventuels, parce qu'il en a marre, il veut en finir, quoi. Il veut en finir avec quoi ? D'être la marionnette de son père. Parce qu'il a effectivement tout bien fait, puisqu'il est devenu un grand administrateur de société, et qui gagne un pognon fou. Et là, il dit non. Il dit non, mais du coup, eh bien voilà, les langoliers dont son père le menaçait arrivent. Alors, ce qui peut être entendu comme rêve pour les uns,
les 10 autres rescapés de l'histoire, eh bien, parce que tous les autres passagers de l'avion ont disparu, tous ceux qui ne dormaient pas, eh bien, ce qui est un rêve pour les uns est un délire pour lui. Un délire, c'est-à-dire qu'il croit en la réalité de ces langoliers, mais les autres aussi. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, dans mon rêve, je crois aussi à ce qui se passe dans mon rêve, je crois à la réalité de ce qui se passe dans mon rêve. Et là, tout le monde croit en la réalité du délire de Craig Tommy, puisque tous rêvent son rêve en quelque sorte, ou délire son délire. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. On a vu par exemple en Allemagne, à partir de 1933 jusqu'à 1945, on a vu tout un pays rentrer dans le délire d'un seul homme, Adolf Hitler. Et nous avons eu la même chose dans plein d'endroits différents. Hein. Le délire de Staline en Union soviétique, partagé par des millions de Russes et de Soviétiques, le délire des Khmers rouges, le délire de Mao Tse-tung, etc., qui sont partagés par des millions de gens. Puisque la réalité de la persécution que ressentait Adolf Hitler, par exemple, dont il rendait responsables les Juifs, eh bien, c'est devenu une réalité pour des millions de gens en Europe qui se sont mis à trouver normal qu'on pourchasse les Juifs, voire même à les dénoncer, voire à aider à leur extermination, parce que c'était devenu la réalité, ce délire, que c'étaient les responsables du malheur de tout le monde. On voit un délire de persécution tout à fait classique. Et nous avons la même chose dans l'Union soviétique, menacée par les Américains. Actuellement, c'est l'Iran qui se sent menacé, ou les États-Unis qui se sentent menacés par l'Iran, ou la Corée du Nord qui se sent menacée par les États-Unis, et les États-Unis et le Japon par la Corée du Nord, et ainsi de suite. Hein, la persécution est partout. Le sentiment de persécution. Or, ce sentiment de persécution, dans le film Les Langoliers, auquel je reviens, prend cette forme extraordinaire d'être juste une bouche avec des dents. Des dents qui vivent extrêmement pointues, extrêmement acérées. Pas d'yeux, pas de corps, pas de nez, rien. C'est juste une bouche avec des dents. C'est quoi ça, si ce n'est un vagin denté ? Hein, quand on a vu la détumescence des pylônes électriques, l'abattage des arbres de la forêt, on comprend que c'est de la castration dont il est question, mais une castration qui va bouffer complètement le bonhomme. Hein. Lorsqu'il se retrouve impuissant devant son père est le seul qui a le phallus, et qu'il décide de faire autrement, eh bien, non seulement son pylône s'effondre, mais c'est tout l'univers qui s'effondre. Hein. Et les Langoliers ne s'attaquent pas seulement à lui, ils s'attaquent aux bâtiments de l'aéroport, aux pistes, à la réalité. La réalité s'effondre. Et on peut comprendre là comment, dans les délires en général, il y a cet élément dont j'ai déjà parlé de l'effondrement du monde. Hein. Le monde disparaît. Les gens ne sont plus, comme dit le père Schreiber, que des ombres d'hommes à la 6-4-2, c'est-à-dire des dessins flous, chose que je rencontre aussi très souvent dans mes rêves, hein, des foules de gens flous. La différence, c'est que chez moi, ils ne sont pas menaçants, c'est juste un décor, ce que j'ai appelé un réel, mais la différence, c'est que dans ces délires-là, tout ce réel, au lieu d'être indifférent, comme chez moi, devient le support de la castration. C'est les Langoliers. Mais dans d'autres types de délires, et là je pense au journal d'une schizophrène que j'ai lu il y a 20 ou 30 ans, mais qui m'a marqué très fortement, parce que pour une fois, c'était une personne dite schizophrène qui s'exprimait, et qui racontait comment, quand elle perdait le contact avec la réalité, alors tous les objets de l'environnement lui apparaissaient tranchants. Le bord des tables, le coin des murs,
les fourchettes, les couteaux, évidemment, enfin tout était menaçant. Et ce qui était menaçant, c'est que c'était les angles, hein, les bords, qui devenaient coupants et qui allaient la couper. Donc c'est bien le fantasme de castration qui est tellement insupportable qu'il revient depuis l'extérieur dans tous les objets. Et on retrouve, ça c'est une autre forme, des langoliers qui, avec leurs dents, boulottent tout l'environnement. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'eux, c'est-à-dire des dents coupantes, comme dans le délire de cette femme qui voit la réalité sous forme de rien que des coupures. C'est en ce sens-là qu'il y a erreur d'appeler ça le réel, comme le fait Lacan, et disant que le réel, c'est ça qui est terrorisant. Parce qu'il a pensé qu'il allait au-delà de Freud, il avait trouvé un au-delà de ce que Freud appelait le roc de la castration, il avait trouvé le réel comme source de l'angoisse. Je pense que c'est faux. Tous ces délires et ces rêves, dont spécialement les miens évidemment, sont des projections de la castration sous différentes formes dans l'extérieur. Ça revient sous la forme des langoliers, des bords des meubles, de l'effondrement du monde chez Schreber, ou de la nécessité de tenir le monde dans sa main, comme me racontait une autre personne que j'avais rencontrée à l'hôpital psychiatrique. Lui, il avait ce délire de faire le tour du monde pour avoir un doigt dans chaque pays, disait-il. C'était sa façon de faire tenir le monde, qui risquait de s'effondrer autrement. Vous voyez qu'on a toute une série de déclinaisons comme ça, entre un monde en train de s'effondrer, un monde effondré, un monde en voie de reconstruction, un monde qu'on essaie d'éviter de s'effondrer. À chaque fois, c'est le phallus dont on cherche à éviter l'effondrement. C'est pas le réel comme tel. C'est en tant qu'il y a une angoisse de castration qu'on cherche des moyens de l'éviter parce que ce qu'on appelle la persécution reviennent partout. La persécution, c'est quoi? C'est les dents des langoliers qui vont couper le zizi. Ou bouffer toute la personne, puisque la personne, c'est le phallus de la mère. Ça revient exactement au même. C'est pour ça l'angoisse de mort, dont certains collègues disent que c'est bien ça le plus important, en rapport à la dite pulsion de mort de Freud, n'est autre que l'angoisse de castration, qui est un fait de la pulsion de vie, tout simplement. Quand je repense à ces collègues, je repense à ma dernière intervention au Corpo Freudiano, où j'ai cessé d'aller parce que je crois que ça ne sert à rien. J'ai étonné tout le monde en faisant remarquer que le Forda, c'est la même chose que la castration. Parce que le Forda, c'est quoi? C'est jeter un objet au loin pour le petit enfant, en disant « oh » pour forte, loin, et le ramener, mais c'est pas la partie du jeu qui est la plus fréquente, le ramener en disant « ah » avec une mine réjouie. C'est l'absence, présence, présence, absence. C'est la symbolisation comme telle, c'est ça la pulsion de mort de Freud. La symbolisation, c'est quoi? Mais il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que c'est exactement la même chose que ce qui se passe pour le phallus, qui est là ou qui n'est pas là, présent, ah, ou absent, oh, voilà. La symbolisation, ça commence par la castration. Le phallus d'un côté, ah, la castration de l'autre, oh. J'ai donc créé un étonnement sans borne chez ces gens très intellectuels et très érudits qui n'avaient pas repéré que ça pouvait être la même chose. Bon, ce que des films comme Les Langoliers et des délires comme ceux que je m'efforce d'analyser, ou des rêves, c'est ça que ça nous dit. Dans le film Les Langoliers, d'ailleurs, au retour, lorsque l'avion revient vers Los Angeles pour repasser à travers la faille spatio-temporelle, on voit cette faille spatio-temporelle dans le ciel. Et c'est quoi? C'est une fente de couleur rose et bavant de lumière. On a vu l'aspect négatif
du vagin par le vagin denté, et là, on a une vulve baveuse de désir qui est le contraire. Parce que la présence-absence fait que à la suite, pour tout objet, il y a une subjectivité qui fait basculer la perception de l'objet, soit du côté beau et magnifique et plaisant, apportant du plaisir, au côté angoissant, terrible, persécuteur et coupant. C'est ça qui fait que les hommes ont tant envie d'apercevoir des sexes féminins, et en même temps, ils ont cette angoisse. Ils font la même chose en faisant ce travail de voir à tout prix. Ils font ce travail du Forda, de petit enfant qui veut faire revenir quelque chose là où il avait lui-même envoyé la chose balader. Freud disait que c'était pour se récupérer la maîtrise du départ de la mère. C'est aussi se récupérer la maîtrise dans la castration, se l'infliger à soi-même. Beaucoup de gens font ça, notamment des femmes qui se scarifient. C'est surtout les femmes qui font ça, et il y en a beaucoup. Ça va souvent avec des anorexies ou des trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est s'infliger la castration dans l'espoir de la maîtriser. Tout comme l'enfant s'inflige la perte de l'objet, que ce soit sa mère ou le phallus, ça revient au même, c'est ce qui est plaisant, dont on va essayer de maîtriser le côté déplaisant, par le fait de le faire soi-même, de le produire soi-même. Je vais passer maintenant à l'analyse d'un cas. Vous savez que je n'aime pas le mot cas, mais je l'ai appelé comme ça dans le chapitre de ma thèse, puisqu'à cette époque-là, je tenais encore le vocabulaire de tout le monde. Et c'est l'histoire d'un jeune homme que j'avais rencontré à l'hôpital de Lorquin et qui m'avait vraiment épaté par sa façon de parler. Je l'ai appelé Tintin pour ne pas dévoiler son nom. J'ai appelé Tintin parce que j'ai trouvé ce mot convenable pour représenter un jeu de mots qui était fondamental pour lui. Donc j'ai retrouvé un jeu de mots approximatif en l'appelant Tintin, parce qu'il parlait souvent de l'intestin, et pour lui, le fait de faire caca, c'était l'estintin. C'est-à-dire se faire tomber lui-même comme un déchet. J'avais déjà parlé de ce fantasme, on trouve ça dans les rêves à profusion, et bien entendu, on trouve ça dans les délires aussi. Alors, je vais vous raconter beaucoup, puisque, comme pour le cas Abdel, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, le bon positionnement qui était le mien à l'époque, c'était au moins de noter mot à mot tout ce qu'il me racontait. J'avais intitulé mon premier paragraphe « On me tape dans le dos » parce que c'était une formule qui revenait, la formule qui revenait le plus souvent dans son discours. Je vous lis des trucs. C'était dans ma tête. C'était mon dos qui parlait. J'avais les reins trop enfoncés. Ils s'occupaient trop de mon cas, les parents. J'étais trop cérébralisé. Explique-moi encore le dos qui parle, lui dis-je. J'avais les reins cérébralisés, trop de parlement. J'arrivais pas à Gary Cooper mes objets, mes affaires, mes parents. Quand tu parles de tes affaires, est-ce que tu parles de ton corps? Oui, exactement, ils en parlaient trop. Je demande, ils envisageaient ton corps comme les autres objets de la maison? Oui, c'est ça. J'étais pris comme un enculé. Le père tellement qu'il en avait. La mère s'est mise en jeu avec. Bon, vous voyez qu'au-delà du fait qu'il est un peu difficile à suivre, le brave garçon, parce qu'il a des formules un peu marginales. En particulier, j'arrivais pas à Gary Cooper mes objets. Bon, au départ, je l'ai noté comme ça, et puis après, j'ai compris qu'il s'agissait couper. Cooper.
Alors lui, Coupé, Gary Cooper, hop, il fait des ponts verbaux comme ça, comme en rêve, des associations qui font qu'on n'entend plus sous le refoulement le mot coupé, puisque c'est devenu l'acteur américain Gary Cooper. Donc il y a du refoulement. C'est pas forcément toujours à ciel ouvert, hein, un délire. C'est pas seulement de l'inconscient à ciel ouvert. Il y a encore du refoulement. Gary Cooper, mes objets, mes affaires, mes parents. J'arrivais pas à Gary Cooper, mes objets, mes affaires, mes parents. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se couper. On parle trop de lui, on parle dans son dos, et du coup, il est complètement dans ce discours qu'on tient sur lui. C'est ça qu'il essaie de me dire. Il n'arrive pas à se couper de ce discours, qui est comme un tissu spatio-temporel, comme dans le film Les Langoliers, mais dans lequel il n'y a pas de trou. Hein. Bon, encore que, si il y a du trou, il l'imagine, puisque Coupé, il en parle, Gary Cooper, il fait même une métaphore, hein, par homophonie. Donc c'est bien qu'il sent un trou, il sent une menace. Cette menace, c'est celle d'être enfermé et de ne pas trouver la sortie, le trou du discours de ses parents, du tissu que constitue le discours de ses parents. Et de ce fait, il dit « J'étais pris comme un enculé, le père tellement qu'il en avait ». Bon, il se fait enculer par son père, mais c'est parce qu'il parle trop de lui. Il parle à sa place. C'est le truc dont souffrent à peu près tous les enfants, moi y compris, hein, lorsqu'on parle à notre place, lorsqu'on répond à notre place, lorsqu'on envisage l'avenir à notre place, lorsqu'on répond à des questions à votre place, comme l'a fait ma mère une fois que j'étais très malade et que j'avais 30 ans et quelques, et où le médecin me posant une question sur la façon dont je me sens à ce moment-là, et c'est ma mère qui répond à ma place. Comme si elle savait, quoi. Elle ne pose même pas la question de la différence entre elle et moi. Elle est ma mère, elle sait. Bon, alors, il y a toutes les nuances, parce que ça, on peut le faire beaucoup, répondre à la place, parler à la place, et puis on peut le faire moins. Et toutes les nuances sont possibles, ce qui donne toute la diversité humaine. Bon, voilà quelqu'un qui est complètement dedans. Et ça se présente sous une forme sexuelle. Le fait de ne pas pouvoir être coupé du discours, c'est là où se présente la différence, encore une fois, avec le discours de Lacan. Ce n'est pas une affaire de discours, c'est une affaire corporelle, d'image du corps. C'est-à-dire le fait d'être trop parlé par les autres, c'est en définitive le fait de se faire enculer. Le fait de se faire enculer, c'est quoi? Je l'ai suffisamment éprouvé à travers mes rêves qui me parlaient d'un viol éventuel de mes frères. C'est être en position féminine, c'est donc éprouver la castration. Et si j'avais été une femme, ça aurait été la même chose. J'ai assez entendu de femmes chez lesquelles c'est la même chose aussi. Qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, la question de la castration se pose pareil. Donc là, l'ensemble du discours des parents est vécu comme un phallus qui encule le pauvre Tintin. Alors d'où l'expression « on me tape dans le dos hein, », c'est tout des métaphores pour on m'encule. On me tape dans le dos, puis des fois le refoulement lui fait dire on me tape dans le ventre, ou on me tape dans l'intestin, et l'intestin se vide, c'est l'estintin, c'est donc le faire un caca assimilé à la castration. Je continue, hein. Les ennuis de mes parents, toujours sur mon dos. Ils se sont acharnés sur moi. Enfin, pas sur mon dos, ils m'exploitent. Je me sens enfoncé par les infirmiers. Ils ont trop de force dans leur poche. Qu'est-ce que c'est que cette force, je demande? Les trousseaux de clés, leur terreur, quoi. Je me sens obnubilé par tout le monde. Bon, et ça se transfère sur l'ensemble du monde, vous voyez. C'est plus seulement les parents, du coup c'est tout l'environnement.
les clés que la fameuse force qui est dans la poche des infirmiers, c'est ce qui ouvre les portes, c'est-à-dire, encore une fois, métaphore de l'acte sexuel. Ça vient de mon père et de ma sœur. Pourquoi? Ils font des conneries. Lesquelles? Je sais pas lesquelles, ils renversent tout, mais moi je tape dans l'autre sens. Ils renversent aussi, on me tape, je tape. Bon, tentative de guérison. Faut le dire comme c'est quand même. Même si ça a peut-être des conséquences parfois dramatiques. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Mais il y a d'autres gens qui en viennent comme ça à assassiner ou père et mère, ou la première personne qui se présente, parce que ça déborde sur tout le monde. Je me fais enculer, donc j'encule. Comme je ne peux pas le faire comme ça, je prends un couteau. C'est une autre façon de pénétrer les gens. À propos d'une femme. Elle voulait que j'aille avec elle. Après, on a des ennuis. Lesquels? Le mari sur le dos, j'aime pas beaucoup ça. Je pourrais m'énerver. Ça serait lui qui m'arrange, ou les deux. Je préfère me fier à un homme. Un bon copain à moi, c'est plus sûr. Pas en tant que PD, mais en tant qu'ami. PD, j'ai jamais fait ça. Pourtant, ça fait 2 ans d'armée. On a un sexe, c'est pour s'en servir. On n'en a pas besoin pour faire d'autres saloperies. J'en ai déjà eu assez sur le dos des gens comme ça. Ça a fini au tapana. Ça veut dire se faire enculer l'un l'autre. Bon, il n'hésite pas devant les néologismes. Aller au tapana. Bon, effectivement, si tout le discours est vécu comme un phallus qui lui tape dans le dos, les règles du discours s'effondrent en même temps que le monde. Donc ça peut être, il peut réinventer, c'est aussi une tentative de guérison, réinventer les mots, mais spécialement à ces endroits-là, c'est-à-dire aux endroits où il est question de sexe et d'actes sexuels. On me tape dans le ventre. Tous les gens sont sur moi. Les gens me tapent dans le ventre. Je ne peux pas digérer en paix. C'est les parents qui me tapent dans le dos. Ils me font un petit livre. Quand je suis endormi, je pense comme un livre. Mon père, quoi. Des lettres à sa capacité, à son nom, quoi. Il faut suivre. Il n'y a pas seulement le vocabulaire, mais aussi la syntaxe qui est un peu spéciale. Il l'a reconstruit pour les besoins de la cause, visiblement. Comme mon homme qui faisait le tour du monde pour essayer de reconstruire le monde, là il reconstruit quelque part le langage avec une syntaxe un peu à lui, un vocabulaire un peu à lui. Mais voyez que taper dans le ventre ou taper dans le dos, ça devient la même chose. Parce que dans ce monde-là, il est encore désorienté. Le devant, le derrière, le sud, le nord, la désorientation, c'est aussi quelque chose qui est très très fréquent. Je veux dire la désorientation géographique chez des gens qui sont dans cette difficulté. Ils me font un petit livre, dit-il. Un petit livre, c'est-à-dire quoi? Des écrits. Il devient le livre écrit par ses parents. Mais aussi, du coup, le monde entier. Dès qu'on lui parle, on lui met des lettres à sa capacité. Je ne sais pas comment on peut entendre ça. C'est même des lettres à son capacité. Je pourrais peut-être y entendre capacité et puissance, encore une allusion phallique, mais donc ce n'est que le Père, à travers de l'ensemble du monde et du langage, qui lui tape dans le dos, qui lui fait des livres, et qui lui donne une capacité de substitut. Celui qui est avec moi, qui gueule tout le temps contre vous, il me trublionne, il me veut, il est tout le temps à parler de moi, en lui-même, il parle de moi comme si j'étais un jouet, alors je suis tout le temps plafonné par lui. Celui qui est avec moi, qui gueule tout le temps contre vous, bon, on peut y entendre ce que j'avais entendu chez Abdel et chez d'autres gens, les voix, chez John Nash aussi, les voix qui engueulent, ça c'est typique. Et c'est là où il y a la grosse reculade des psychanalystes devant les offensives des parents d'enfants dits autistes. Non, les psychanalystes ont dit des conneries, c'est pas la faute des parents.
Encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la morale ni chercher à qui la faute. Mais force est de constater que là, il le dit tout seul, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il a des parents qui lui tapent dans le dos, qui l'enculent, etc. D'où reconstitution du langage, je suis tout le temps plafonné par lui. Plafonné, c'est un mot que j'ai entendu aussi beaucoup, pas seulement par lui, mais par d'autres. C'est une façon d'être au plafond, c'est-à-dire d'être un peu loin de la réalité, quoi, planer. Parfois, il parle du programme aussi. Il dit c'est le programme qui va pas. Il a entendu parler des ordinateurs, bien qu'à l'époque, on était au tout début. En prenant un ordinateur, ça se programme. Aujourd'hui, on télécharge un logiciel, mais à l'époque, il fallait programmer. Et ça faisait une belle métaphore de la façon dont on programme les enfants. On leur gueule dessus pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient comme on veut qu'ils soient, pour qu'ils aient surtout pas de désir, mais qu'ils aient que les désirs des parents. Et ça donne ça. Et c'est le programme qui va pas. Ben oui, parce que le programme, là, vu comme ça, petit livre, programme, etc., ça ne laisse pas de place au sujet. Ça ne laisse pas de trou pour le laisser respirer. Hein. Je fais des fautes partout. Les parents, ils peuvent rien faire. Ils choisissent. Ils choisissent ? Écrire, c'est une force de caractère. J'en ai jamais une. Le fait de savoir écrire, ça vient de soi-même. Ce que je voudrais, c'est savoir écrire. Je sais plus ce que j'écris quand on me fait un brouillon. Parler, j'y arrive, quoique je m'explique pas toujours bien. Je me fais des fautes. Quand j'écris à des amis, c'est ma mère qui fait le brouillon. Bon, vous voyez, les parents qui sont toujours dans le dos, à faire à sa place. Même pour écrire à des amis, c'est la mère qui fait le brouillon. Alors je demande un exemple de brouillon. Il me dit « Des lettres de vouvoyance. C'est faire comprendre à la personne ce que j'écris. J'ai bien essayé d'écrire moi-même, mais je fais trop de fautes. C'est pour ça que je suis poussé à trop penser à mes parents. » Ben, il pense trop à ses parents, tout simplement parce que ses parents pensent trop à lui. Alors, il y a d'autres formules qu'on me tape dans l'eau, dans le dos, on me tape dans le ventre, etc. Il a aussi « je suis omnibilé », ce qui est une façon de dire « je suis hypnotisé »,« je suis bafoué »,« on m'aide », comme la mère qui aide à faire les brouillons des lettres. Alors, par exemple, il dit « ma mère, elle discute bien avec moi. Elle m'hypnotise pour mes objets. » Comment ça ? C'est une introduction, une façon de parler. Je comprends pas. Ben oui, ma mère, il y a qu'elle qui me donne le moral pour mes objets, autrement il n'y a personne d'autre. Comment elle est en rapport à tes objets ? Elle m'aide, elle veut savoir ce que j'ai dans les poches. Elle m'aide pour mes boîtes à rouler, pour mes cigarettes. C'est pour ça que je veux la voir, à cause de mes objets. Elle veut savoir ce que j'ai dans les poches. Je suis pas très trifouillard, hors la loi avec mes objets. Elle veut savoir comment je me comporte avec. Trifouillard ? Ça veut dire avoir ces objets qui concernent son corps. Elle veut savoir ce que tu as dans les poches parce que ces objets concernent ton corps. C'est ça, oui, mon corps. Ma mère me considère comme un clochard. Elle me fait devenir clochard. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mes objets. Et j'ai des crispes dans les hanches. Chaque fois que je vais au WC, je me sens fatigué. Je me sens ruminé sur la pharmacie dans le corps. Je les prends parce qu'il y a juste une pharmacie en face, à Saint-Vincent. Je passe jamais devant. Faut suivre, hein. Heureusement que je pose des questions de temps en temps pour me faire expliquer, parce que je saisis pas trop. Enfin, ce qu'on peut saisir là, c'est qu'effectivement, la mère, elle fait pas seulement les brouillons, mais elle fouille ses poches, elle lui met les objets dans les poches, son tabac à rouler, ses cigarettes, tout ce qu'il faut. Et les poches, on sait bien que c'est proche de la braguette et du zizi.
Et il y a quelque part, là aussi, une métaphore de l'acte sexuel, en même temps que, bon, elle s'en occupe trop, et en même temps, ma mère me considère comme un clochard, elle me fait devenir clochard. Bon, vous savez que ça fait partie des menaces qu'on dit souvent aux enfants, tu finiras clochard si tu travailles pas bien à l'école, ou tu finiras balayeur, c'est la même chose. Il y a des tas de gentillesses comme ça que les parents disent en pensant bien faire pour pousser les enfants à travailler. Bon, il n'y a rien de pire, ça donne exactement l'effet inverse en général. Et là, c'est le cas. Alors, il a de ses inventions, il en vient là à la question du lest-tintin à laquelle je vais arriver. J'ai des crispes dans les hanches à chaque fois que je vais au WC. Bon, faut-il l'entendre, j'ai mal au ventre, tout simplement. Mal au ventre, pourquoi? Parce que il a du mal à évacuer, puisque ce serait une castration. Alors, je me sens ruminer sur la pharmacie dans le corps. Il doit y avoir quelque chose en rapport avec les médicaments qu'il prend, puisqu'on lui en donne des tonnes. À propos, je fais une petite remarque là, comme pour Abdel, il est sous neuroleptique plus. Vous voyez, c'est fou ce que c'est efficace. Hein. Il suffit de l'écouter. Bon. Et il y a effectivement une pharmacie à l'hôpital, qui est l'endroit où sont remisés les stocks de médicaments. Les patients de l'hôpital le savent, et quand ils passent devant, ben voilà, il est hypnotisé par la pharmacie, dit-il. Ben, parce qu'on lui fait bouffer des trucs, et bon, on va voir hein, ce que ça lui fait comme idée. L'impression de bouffer de la pharmacie. Comment ça? C'est le Rodolphe qui m'envoie ça. L'impression de bouffer n'importe quoi, surtout du tiers-sang, qui me fait hypnotiser. Ça me fait penser à des cataclysmes du Rodolphe, du vampirisme. Rodolphe, c'est celui qui couche à côté de toi? Oui, à côté de moi, je sais plus comment faire, je suis claqué avec ça. La pharmacie, j'ai mal partout dans le corps. T'as l'impression de te faire bouffer par lui? Oui, c'est ça, l'impression d'être aimanté par lui. Ça a un rapport avec le fait de coucher avec toi? C'est le rapport d'être siphonné, qu'il vienne au-dessus. Au-dessus de toi? Oui, au-dessus de moi. J'ai l'impression d'avoir des cataclysmes de tête qu'il m'envoie. Bon, ça c'est des nouvelles versions du être enculé, hein, c'est d'être hypnotisé, être bouffé. Et ouais, ils sont à 2 par chambre, et donc son voisin de chambre, puisqu'il dort à côté de lui, ben, il a une peur terrible qu'ils viennent l'enculer, quoi. Mais c'est dit, vous voyez que le refoulement fonctionne, c'est dit à travers de tout un tas de néologismes, d'expressions étonnantes, qui fait un peu du langage son propre langage. J'arrive encore à y reconnaître le langage de tout le monde, mais il me faut quand même faire beaucoup d'efforts. Et donc, il a ce merveilleux jeu de mots dont il ne se rend pas compte. Hein. C'est surtout le tiers-sang qui me fait hypnotiser. Le tiers-sang, écrit en 2 mots, le sang d'un tiers. Bon, voilà. C'est-à-dire que les médicaments qu'on lui fait bouffer, il le ressent comme la parole que ses parents lui ont fait bouffer. C'est-à-dire un programme, un petit livre, quelque chose qui doit faire de lui ce qu'on voudrait qu'il soit. Et c'est pour ça qu'il le met en rapport avec le Rodolphe, le gars qui couche à côté de lui, qui risque lui aussi de l'enculer. Enfin, le monde entier, que ce soit les médicaments, les infirmiers avec leurs clés, ou le Rodolphe, ou n'importe qui, tout risque de le pénétrer et de ne plus laisser la place d'être sujet. Bon, c'est pour ça que voir le bâtiment de la pharmacie, pour lui, il se sent hypnotisé aussi par ce bâtiment, parce qu'il sait que les médicaments qu'on lui fait bouffer viennent de là. Donc la menace vient tout autant du médicament en tant qu'ingéré que du bâtiment de la pharmacie. Hein, les objets sont... Ils n'arrivent pas à les Gary Cooper les uns des autres, les objets sont comme ça liés par métonymie.
Le médicament, l'absorption du médicament, le bâtiment de la pharmacie, et le fait d'absorber quelque chose dans son corps pour faire du sang, le tiers-sang, et donc le fait de ne plus être lui-même, puisque c'est le sang d'un tiers qui coule dans ses veines. C'est la nausée. C'est peut-être en réaction avec les parents que je pige pas et qui retombe sur moi. Comment ça se fait, ça? Par des meurtres dans l'estintin. C'est ma faute, mais je mange quand je les entends. Ça laisse aller dans le corps comme les déchets. L'impression d'avoir rien dans l'estintin. Plus de boyaux, plus d'intestin, plus rien, plus de poumons. Je suis rachitique, c'est horrible, c'est tuberculo. Tuberculo? Oui, pas artificiel, je le sens réellement dans mon corps. L'effet des parents, c'est une réaction de mes parents que je pige pas et qui retombe sur moi. Ça devient des meurtres dans l'estintin. L'estintin, c'est-à-dire laisser Tintin tomber, c'est le meurtre que ses parents commettent à son égard en lui faisant avaler des choses, notamment des paroles. Bien entendu, il ajoute « c'est ma faute », mais c'est ce qu'on a dû lui dire, comme disent tellement souvent les parents qui pointent la faute des enfants, et très rarement les leurs, voire jamais. Je mange quand je les entends, c'est-à-dire que manger, comme manger des médicaments, ou entendre des paroles, ça revient au même. C'est tout ce qui pénètre son corps, soit par les oreilles, par la bouche ou par l'anus. Tout ça, ça devient de la même structure. Et du coup, il nous ferait ce que les psychiatres appellent un syndrome de Cotard, c'est-à-dire le sentiment qu'il n'a plus rien à l'intérieur. Ça commence par plus d'intestin, plus de boyaux, plus rien, plus de poumons. Ça remonte, tout par voie de collage, puisque les objets ne peuvent pas se Gary Cooper les uns des autres. Donc, tout ça, puisque le caca s'en va, tout le reste vient avec, tout l'intérieur du corps. Et ça en vient à être tuberculo, comme il dit. Il a dû entendre parler de la tuberculose comme maladie terrible qui fait mourir les gens, et il en fait ce néologisme. Alors on n'entend pas trop cul ou culot dans tuberculose, mais quand c'est tuberculo, on l'entend quand même beaucoup plus. Et il dit « je le sens réellement dans mon corps », d'où on pourrait se précipiter pour dire « ah oui, c'est le réel », le fameux réel qui serait horrible et qui serait la cause de l'angoisse chez Lacan et les lacaniens. Et en fait, on voit que tout ça découle de la castration par le caca qui tombe, et tout le reste tombe avec. Et c'est pas un réel, ça. À partir du moment où il y a une coupure, c'est symbolique. C'est le symbolique qui lui fait si mal. Ce sont les paroles qu'on lui fait bouffer qui lui font si mal. Parce que ces paroles, c'est symbolique. Et c'est symbolique de sa déchéance comme clochard, comme quelqu'un qui n'a rien dans le ventre. J'ai été aux toilettes. J'avais l'impression de perdre l'anus. C'est du vampirisme à moi. Le vampire, on sait bien qu'il prend le sang de l'autre. D'où il prend la personnalité de l'autre, puisque quand on sait que quand on est mordu par un vampire, on devient vampire soi-même. Quand on est mordu par les parents, on devient ce que les parents ont programmé pour soi. Ou quand on prend le tertian, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le tertian, c'est le nom d'un neuroleptique. Donc ça devient tiers-sang pour lui, le sang d'un tiers, et il est vampirisé, en effet, par des gens qui lui injectent un sang qui n'est pas à lui. Et donc, aux toilettes, ça lui donne l'impression de perdre l'anus. Perdre le caca, c'est perdre l'anus. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est perdre l'intestin. Et ça remonte jusqu'à l'estomac, le poumon, etc. Je suis emmerdé depuis que j'ai été au WC. J'ai chié dans la trousse de toilette. Je l'ai rangé dans l'armoire. J'ai eu des troubles. Il a fallu que je jette tout dans la trousse de toilette. J'ai pas pu me freiner. Depuis, je me sens malade, complètement infirme. Tu as l'impression de perdre une partie de toi-même? Oui, une partie de moi-même, une partie de mon corps, et l'esprit avec. Évidemment, tout le monde me regarde mal. J'ai l'impression de ressentir des crampes dans la colonne vertébrale, les reins brisés, à chaque fois que je vais au WC. Il faudrait que j'aille chez mes parents, pour qu'ils connaissent mon cas, les tragédies que j'ai dans l'intestin, les science-fiction que j'ai dans l'intestin.
je sais pas, moi ça m'émeut, hein, je sais pas vous, mais j'entends la souffrance qu'il y a là dans le fait de, euh, bon, tentative de guérison pour ne pas subir la castration du caca, eh bien, conserver le caca dans la trousse de toilette et la trousse de toilette dans l'armoire. Hein. C'est là où, en réunion, j'ai appris que ça dérangeait beaucoup, évidemment, ça puait dans la chambre, et les infirmiers régulièrement venaient vérifier et allaient tout jeter aux toilettes, et disaient, il faudrait peut-être quand même changer le traitement, parce que là, c'est pas très efficace. On essayait un autre neuroleptique, et l'idée que j'avais suggéré d'aller avec lui pour enterrer le caca en l'emportant dans la trousse de toilette et l'enterrer dans le jardin, à un endroit repéré par lui, où il pourrait remettre tous ses caca jour après jour, donc où il pourrait être un peu rassuré dans le fait que, au fond, ça ne disparaît pas, parce que si le caca disparaît, il disparaît. Hein. Eh bien, cette suggestion que j'avais faite, évidemment, a été traitée de complètement farfelue, et jamais un infirmier ne ferait ça, bien entendu. Il faut donner des médicaments, quoi. Quand quelqu'un est comme ça. Ils en ont donné, puis ça n'a rien arrangé. Hein. Ça n'arrangeait rien avant. Le changement de traitement n'a rien arrangé non plus. Alors moi, je reprends ça. L'intestin, l'estintin. Tu as besoin de tes parents pour aller au WC ? Ils me calmeront mieux, ils me tragédieraient mieux le ventre. Je me sentirai plus de force dans ma poitrine. Il y a mes parents qui m'aident. Est-ce que tes parents t'aident comme si tu étais un petit enfant ? Oui, pour aller au WC, un enfant adulte. Mes parents m'aident drôlement quand je vais au WC. Mon père, il me bombait sur ma peur. C'est la peur de mon père qui parle dans le dos. Il m'a toujours pris mes paroles. Comment ça ? Quand je vais au WC ? C'est assez clair par rapport à ce que je dis. Hein. Il se bombait sur ma peur. Comment entendre ça ? Est-ce qu'il veut dire que la peur de son père agit comme une bombe, ou que la peur de son père, ça peut s'entendre dans les deux cas, hein. Il a peur du personnage de son père, ou c'est sa peur, lui, d'avoir peur de son père. Et l'un n'empêche pas l'autre, puisqu'il ne peut pas Gary Cooper de ses objets, donc il est comme son père, c'est la même peur qui fait l'effet d'une bombe dans le ventre. Hein. Il me tragédierait mieux le ventre. Vous voyez l'ambiguïté ? Hein. Il demande de l'aide de ses parents, comme quand il était un petit gamin pour aller sur le pot, et en même temps, il me tragédierait mieux le ventre, c'est-à-dire que c'est cette aide même qui devient une tragédie. Le mot signifie la chose et son contraire. Être aidé par les parents, ça revient à se faire taper le dos, à se faire enculer par les parents. On s'en sort pas. La vie, elle est bizarre pour moi, à cause de mon intestin, de mon corps. Une vie de charlot. Je redis encore, l'estintin. Oui, je fume trop, des cigarettes. Tout ce que j'ai envie de renvoyer, je le renvoie quand même dans les toilettes. Comment ça ? À cause de la cigarette. J'ai pas gardé la trousse de toilette. Parti au Crips. J'avais pas les moyens de travailler sur la trousse. J'avais trop de gens qui savaient ce que j'avais fait. Ils paraissaient le savoir. Des gens t'ont vu faire ? Non, je fais tout ça aux toilettes. Je suis tout seul. Je suis avec personne. J'arrivais pas à me posséder. C'est ta mère qui te possède ? Oui, j'ai l'impression de me dépurger. L'estintin. Quand je vais au WC, j'ai plus de force, plus d'imagination, plus rien. Ça me tue, ça me fatigue. J'arrive pas à m'envahir avec. J'arrivais à travailler le moral. C'est du vampirisme à moi que j'avais dans l'intestin. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu évoques quand tu entends l'intestin ? J'ai pas de sensation à l'intestin, pas d'aigreur, rien, pas de maladie. Alors, il n'y a rien dans l'intestin ? Si, il y a mes déchets, il y a à manger. C'est tout ce qu'il y a. Ce qu'il y a, je conserve pas assez à mon fessier. Je me laisse aller, quoi. Il n'y a presque pas besoin de faire des commentaires, hein. Ça parle de soi-même. Vous voyez que comme l'entrée et les sorties, c'est la même chose. Comme le dos et le ventre. Taper dans le ventre, taper dans le dos. Bouffer et évacuer, c'est plus ou moins la même chose. Et de même,
être aidé ou être tragédié, c'est la même chose. De même, être malade et ne pas être malade, c'est la même chose. Il vient de me décrire combien c'était horrible de faire caca, de se vider l'intestin, que ça vide tout le corps, d'où il demande l'aide de ses parents. Et là, il me dit que non, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'aigreur, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie. Hein. Et il dit, il y a mes déchets, il y a à manger. C'est la même chose. Je ne conserve pas assez à mon fessier. Bon, peut-être façon de dire que il est incontinent. J'ai pas le sentiment qu'il soit incontinent à l'heure actuelle. Il a 20 ans, hein, là, quand il me cause. Mais qu'il a gardé des terreurs terribles de l'époque où on a dû l'engueuler pas mal parce qu'il faisait caca dans ses couches, comme tous les enfants. J'ai plus de conscience, plus de parlement, plus rien, à cause de Rodolphe. Quand je vais au WC, c'est lui qui le fait. J'ai le nom à ça. Le nom, laisse Tintin. Tintin. Il me renvoie à ma mère. Oui, alors là, on retrouve Rodolphe qui est trop présent pour lui, puisqu'il le côtoie toute la journée. Donc, c'est comme si c'était quelque part les parents qui lui donnent des parlements, comme les parents. Et quand il va au WC, c'est Rodolphe qui fait à sa place. Il y a un échange d'images, et il ne peut pas se Gary Cooper de Rodolphe. Hier, quand j'étais au WC, c'était mortel. J'ai perdu toute ma force. J'ai végété mes poumons. Végété ? Oui, les glandes, quoi, à mes objets. Ce que j'ai à l'intérieur du corps. J'ai perdu l'intestin. Alors, qu'est-ce que tu pensais, toi, je lui demande, du fait que ton père te faisait travailler tout le temps ? Il venait de me l'expliquer. Hein. Je pouvais rien dire, j'étais oublié. Oublié ? Non, obligé. J'étais obligé. Mais maintenant, c'est oublié. Ma mère me disait d'ailleurs, il fallait que j'écoute mon père, sinon il m'aurait incendié. Incendié ? Oui, ou alors il se serait débarrassé de moi d'une autre façon. Par exemple, en me mettant dans un foyer. Il est donc oublié, incendié, déféqué, il perd ses poumons, ses intestins. Vous voyez un peu le truc, quoi. Bon, j'ai beaucoup parlé de Gary Cooper, et là, on va l'approfondir un peu. Il m'avait expliqué que, de la même façon qu'il cherche à garder son caca dans la trousse de toilette, eh bien, il garde près de lui tout le temps sa montre, son portefeuille, sa mobilette, son casque, ses habits. Il fait partie de ces nombreuses personnes que j'ai rencontrées qui ne veulent pas se déshabiller, donc ils ne se lavent jamais, donc ça pue. Mais parce que quand ils enlèvent leurs habits, c'est comme s'ils perdaient le caca, c'est comme s'il y avait une castration, et donc ils perdaient leur corps. Hein. D'où il ne faut pas se déshabiller. Bon, j'ai rencontré aussi l'inverse, hein, dans d'autres cas et dans d'autres hôpitaux, c'est-à-dire des gens qui ne supportent pas les habits, dès qu'on leur les met, ils les enlèvent. C'est comme si ça les brûlait. C'est pas eux, voilà, c'est pas le programme, c'est pas... Voilà, c'est un système de défense pour ne pas avoir à les enlever ensuite. Donc il n'arrive pas à se couper de ses objets, comme il n'arrive pas à se couper de son caca. Gary Cooper. La maison, elle a pris du charme grâce à moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du charme, de la valeur, quoi. Sur nos objets à nous, à la maison. C'est moi qui les ai contaminés en étant alarmé. Contaminés ? Contaminés, les objets, le téléphone, la boîte à pharmacie, n'importe quoi, ou dans la cuisine. Contamination, c'est la colle qui le colle au Rodolphe, à ses parents, à tout le monde, et aux objets. Tous les objets de l'environnement. Je parlais des objets de l'environnement de la personne qui a écrit le journal d'une schizophrène, où tout lui apparaissait comme coupure. Eh bien ici, nous avons l'inverse. Tout lui apparaît aussi comme coupure, mais du coup, il fait de la collure sans arrêt, hein, pour ne pas se séparer d'eux. Alors je lui demande, tu pensais aux objets de la maison ? Non. Tu étais dans les objets de la maison ? Non. C'était ma pensée, mais c'était pas ma tête. C'était mon dos qui parlait. On me tape dans le dos, les parlements dans le dos, voilà. Donc j'en suis arrivé au moment où je peux formuler une hypothèse bâtie à partir de ce que j'entends là,
et à partir de ce qui traîne dans le milieu analytique comme hypothèse sur la forclusion du nom du père. Je viens de formuler cette autre hypothèse que puisque tout lui apparaît comme de la coupure, il fait de la collure. Alors, est-ce que justement, il n'arrive pas à se Gary Cooper de ces objets, il n'arrive pas à faire de la coupure, parce que le nom du père ne fonctionne pas. Le père n'est pas symbolisé. Donc la coupure non plus. Ce qui ferait qu'il est collé à la mer, donc collé au caca, collé à tous les objets du monde, du coup. Grosse question, je le garde comme question, bien évidemment, parce que d'après ce qu'on a vu que son père était en fait très présent, tout aussi présent que sa mère. Les parents, d'une manière générale, parfois ils détaillent, c'est l'un, c'est l'autre, mais apparemment, tous les deux sont trop sur son dos, parlent sur son dos, pensent à sa place, lui font faire des choses, donc sont bien trop présents. Pour le moins, on ne peut pas dire qu'ils soient forclos, puisqu'ils sont là. Pareil pour le personnage de Craig Tommy dans Les Langoliers, où on voit la même chose pratiquement. C'est-à-dire un père qui engueule son fils de la manière la plus violente qui soit. Donc il est très présent. Alors, est-ce que on peut faire l'hypothèse inverse de fonctionnement de la psyché, comme quoi quand le père serait trop présent, c'est là qu'il serait forclos. C'était un peu l'idée de Lacan, ou en tout cas que j'ai lu de Lacan, quand il parlait du président Schreiber, en disant que le père de Schreiber, lui aussi, était quelqu'un de trop présent. C'était un éducateur et il voulait absolument régenter tout des enfants, y compris leur position physique, en inventant des corsets et diverses méthodes de contention pour que les enfants soient bien droits dans le droit chemin, etc. Et ça a donné un Schreiber qui n'a pour partenaire que Dieu. Et ce que Lacan faisait remarquer, c'est que quand un père se présente comme Dieu, c'est-à-dire infaillible, éternel, tout sachant, etc., tout puissant, eh bien, il est très facile de le prendre en défaut, du coup. Contrairement à un père qui admet ses failles, qui admet qu'il n'est qu'humain. Et que ça serait ça qui ferait la forclusion. C'est-à-dire un père idéal et qui n'est rien d'autre qu'idéal. C'est-à-dire sa trop-présence, c'est ce qui le rendrait exclu du symbolique. Trou dans le symbolique, dit-il en écrivant le schéma I. Et à quoi correspond le trou dans l'imaginaire, qui serait la castration en tant que non assumée. Alors là, on voit effectivement ce que je pourrais appeler une castration non assumée, puisque c'est de la collure tout le temps. Mais en rapport avec un père avec lequel il est tout le temps collé aussi. La symbolisation, c'est effectivement le trou, c'est-à-dire la séparation. Donc c'est plutôt ce que disait Lacan dans le Saint-Homme, et non pas dans les écrits, ni dans son séminaire sur les psychoses. Puisque c'est à l'inverse. Dans ces premières élaborations, la psychose est un trou dans le symbolique, et dans le Saint-Homme, à la fin de sa vie, le symbolique, c'est le trou. C'est-à-dire exactement l'inverse. Donc je pense qu'il a raison dans sa dernière formulation. Le symbolique, c'est le trou, parce que c'est le trou du Forda, de la présence et de l'absence. Envoyer les objets dans le trou, c'est-à-dire hors de la vue du sujet, pour en garder quoi? Une représentation. C'est-à-dire être capable de parler de l'objet en son absence. D'où la formule, ce qui est forclos du symbolique, formule de Lacan, ce qui est forclos du symbolique revient dans le réel. Ce qui expliquerait que donc, ici, le père, comme le père de Schreiber ou le père de Tommy Craig, ne serait que dans le réel et pas dans le symbolique.
ce que je ne peux pas arriver à concevoir personnellement, vu ma propre expérience du réel. Donc je vous l'ai déjà assez dit, le réel est indescriptible. Or là, mon Tintin, aussi bien que Schreiber d'ailleurs, et le personnage de Tommy Craig, ils peuvent parfaitement décrire leur père et les rapports qu'ils ont eus avec leur père. Ce sont des rapports violents, des rapports terribles, mais des rapports quand même. C'est descriptible. C'est donc dans le symbolique. Alors il y a quelque chose qui ne va pas, dont je ne sais pas par quoi le remplacer, mais je cherche. Je cherche avec vous. Je vais vous faire part, non pas de mes solutions, mais de mes questions et de mes recherches. En l'occurrence, en rapport avec les fantasmes de fin du monde, dont on se rend compte à quel point on peut les rapprocher des fantasmes de scènes primitives. C'est ce que j'avais dit à propos du film Les Langoliers. L'avion phallus qui s'enfonce dans la faille spatio-temporelle, qui fait tout à fait vagin, et puis en compensation, enfin je veux dire en contradiction plus exactement, les Langoliers qui sont des vagins dentés. Il y a là de la coupure. Elle est imaginaire, puisque les Langoliers n'existent pas, évidemment. Et que un avion ne peut pas rentrer dans une faille spatio-temporelle. C'est de l'imaginaire qui se base sur la différence des sexes, vue comme facteur de libido dans une version, et vue de l'autre côté comme un facteur d'angoisse avec les Langoliers. Et facteur d'angoisse, ici, c'est à la limite tous les objets. Tout ce qui est perte, tout ce qui va faire coupure, comme les Langoliers, hein, ou comme chez la personne qui a écrit le journal d'une schizophrène, tout fait coupure. Est-ce que ça voudrait dire que la coupure n'est pas symbolisée et qu'elle est dans le réel? Je ne crois pas. Je crois que c'est parce qu'elle est refoulée, elle est parfaitement symbolisée. Couper, ça serait couper le zizi. Oui, je crois que c'est vraiment ça. Et que du coup, c'est tellement angoissant que c'est refoulé à l'extérieur et que ça réapparaît à l'extérieur sous toutes les formes possibles. Imaginaire, bien entendu. Donc, chez la personne du journal d'une schizophrène, ce n'est pas ce que j'appelle le réel, mais certaines gens appellent le réel la réalité, donc on peut employer le mot réel si on veut, mais c'est de la réalité dont il s'agit, qui présente toutes les caractéristiques de la coupure, c'est-à-dire de la castration. Donc c'est un peu comme si le père n'était pas forclos, si le père est l'agent de la castration, il n'est pas forclos du symbolique. Mais il est bien symbolisé comme étant le porteur de la castration, puisque c'est celui qui engueule, celui qui menace de castration. Ce n'est pas qu'il n'est pas symbolisé, ce n'est pas qu'il est forclos, mais qu'il est rejeté dans l'extérieur, parce que c'est insupportable. C'est insupportable, cette symbolisation. Je rappelle ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, il y a cette idée qu'à partir du moment où une représentation est à l'extérieur, c'est qu'elle n'est pas symbolisée. Dans mon idée à moi, quand une représentation est une représentation, c'est un symbole, elle est symbolisée. Et simplement, elle est à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. C'est une nuance de compréhension. Après tout, vous êtes libre de le penser comme vous voulez, je vous indique les deux possibilités. Sachant que je vous ai indiqué aussi quelle était la mienne. Donc ça reste, mon hypothèse à moi, quelque chose d'hypothétique et qui continue de poser question. Alors, continuons à interroger ce que nous raconte Tintin. Gary Cooper, les objets. Revenons-y, notamment à propos de la mobilette. Au travail, j'étais mal traduit. C'est pour ça que les accidents se renouvelaient sur moi. Elle est bien à moi, la mobilette. Elle est Gary Cooper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la mobilette, c'est Gary Cooper. C'est moi qui l'ai fait objet. Ah, tu l'as fait objet parce que tu lui as donné un nom? Ouais, le nom de la mobilette, de Marc Peugeot. Pourquoi Gary Cooper? Ça va trop vite sur mes objets. C'est moi qui l'ai fait briller. Elle a une succession de motos.
Tu l'as bricolée de façon à ce qu'elle ait l'air d'une moto? Ouais, sans la toucher. Enfin, en la roulant vite. Les objets ont de la valeur pour moi. C'est ma mère qui me les traduit en force. C'est pour ça que j'ai renouvelé la mobilette. Comment est-ce que je peux comprendre ça? Bien entendu, mon principe, c'est toujours de demander à la personne de m'expliquer. Bon, vous voyez, je le fais. À l'époque, j'avais encore pas théorisé tout ce que j'ai théorisé aujourd'hui, des questions de méthode, mais intuitivement, tout simplement, je comprenais pas, ben, je lui ai demandé de m'expliquer. Ce qui n'était pas si mal que ça, finalement. Au-delà de toutes les théories, c'est encore les meilleures choses qu'on puisse faire. Mais là, ce que je peux comprendre du passage que je viens de vous lire, c'est que la mobilette, c'est Gary Cooper. C'est-à-dire que la mobilette, il faut se rappeler, c'est comme les vélos. Et d'une manière générale, tous les véhicules, mais plus spécialement les motos, les vélos, les mobilettes, parce que ça se met entre les jambes. Et ce qui est entre les jambes, c'est ce qui risque d'être coupé. C'est le phallus. D'où la coupure, c'est devenu le phallus lui-même. Phallus et castration. Je vous avais fait remarquer dans bien des propos qu'il avait avant, qu'il avait des mots qui voulaient dire en même temps la chose et son contraire. Par exemple, les tragédies dans le ventre. Et ici, il a la mobilette, mais elle s'appelle Gary Cooper, c'est-à-dire qu'elle est coupée. Il se rend bien compte qu'il faut bien de temps en temps qu'il la laisse au garage pour rentrer à la maison ou à l'hôpital. Mais il l'a appelée du nom de la coupure, Gary Cooper. Donc la coupure n'a pas lieu, puisque la coupure elle-même, c'est l'objet coupé. Le trou, ce que devrait être la coupure, Cooper, après tout on pourrait se dire, il a donné un nom au trou, ou à la coupure, ou à la castration. En tout cas, oui, il essaye de donner un nom. C'est sa façon de refaire le monde, comme les autres gens qui refaisaient le monde après son effondrement. Lui, il refait le vocabulaire et la syntaxe. C'est sa manière de retrouver une singularité là où toute sa singularité a été effacée par le programme de papa et maman qui lui tapent dans le dos. On a retrouvé la mobilette. Il faudrait la ramener à l'hôpital, la démonter pour nettoyer les pièces, la démonter à poil pour nettoyer toutes les pièces. Elle a toujours bien marché, sauf qu'il rétracte. Il y a de la science-fiction, il y a de lunaire. C'est une mob qui n'est pas nette. Elle est dans cet état à cause de moi et de mes parents. À cause de moi surtout et de mes objets, à cause de la route. Le plus grand tort, ça vient de Rodolphe. Il parle beaucoup avec ses objets. Il complète avec ma mère. J'entends des voix dans mon armoire. Ça paraît complètement décousu. Mais moi, je l'entends un peu comme décousu au sens d'un rêve où on saute d'une situation à une autre, apparemment sans raison. En fait, il y en a une, mais qui est refoulée. Alors, en même temps que il y a toujours sa tentative de reconstruire le monde à travers la reconstruction du langage, la démonter à poil, vous voyez qu'il y a aussi une coïncidence entre lui-même et la mobilette. Quand on est à poil, c'est là où on voit les organes sexuels. Donc, démonter la mobilette, ça reviendrait à démonter le corps. Le premier démontage étant séparer la mobilette du corps, c'est-à-dire séparer le phallus du corps. Mais du coup, toutes les pièces s'en vont dans tous les sens, toutes les pièces du corps. Là, on a effectivement quelque chose qui pourrait ressembler à du corps morcelé. En même temps, il dit, il y a de la science-fiction, il y a de lunaire. Lunaire, je l'ai écrit L'. J'aurais pu l'écrire sans l'apostrophe. Après tout, j'en sais rien. Il veut peut-être dire de l'imagination.
de l'imagination qu'il prend pour réalité comme tout le monde dans les rêves. Alors, elle a toujours bien marché, sauf qu'il se rétracte. Il se rétracte comme un phallus, oui. Ça se... des tumesses. Bon. Et ça glisse de la mobilette à la cause de cet état de la mobilette. La cause, c'est-à-dire la castration qu'il n'arrive pas à supporter et qui met à l'extérieur dans la mobilette. Elle est dans cet état à cause de moi et de mes parents. À cause de moi et de mes objets, les objets qui ne peuvent pas se séparer. À cause de la route. Alors, métonymie par métonymie, le mobilette c'est lui et la route c'est la mobilette. Et le plus grand tort, ça vient de Rodolphe, toujours le Rodolphe qui couche à côté de lui et qui l'hypnotise, qui devient lui en quelque sorte, comme tout ce qui l'entoure devient lui et en même temps coupé de lui et il essaie de rattraper les morceaux comme il peut. Toujours à propos de la mobilette, en ce moment, je ne peux pas voir où elle est. Là-bas, je sais où elle est rangée. Je peux l'imaginer parce que je suis prêt. Les parents, quand je suis prêt, je peux les imaginer. Ici, je suis trop loin. Vous voyez l'histoire du Ford Da, là ? Il est en train de le faire, de tenter, comme un bébé, de faire le Ford Da. Il imagine la mobilette, il imagine les parents, parce qu'ils sont loin. Donc on voit bien que c'est tout à fait symbolisé. Mais en même temps, il est en train de faire le travail de symbolisation. Du moins, je crois. C'est comme ça que je l'entends. Il dit, là-bas, je sais où elle est rangée, la mobilette. Donc là-bas, oui, il a une représentation de la mobilette là-bas. Ok. Donc ça marche, la représentation. Mais il ajoute, ici, je suis trop loin. C'est étonnant, parce qu'il vient de dire qu'il peut imaginer les parents à la mobilette qui sont là-bas, mais parce qu'il est à l'hôpital, il est trop loin, comme s'il ne pouvait pas. Il y a comme effectivement un Ford Da qui est en train de se faire et qui n'est pas fini d'être fait. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas fini d'être symbolisé ou que la symbolisation est défaillante parce que justement il l'a jeté au loin, ici je ne peux pas parce que c'est loin, et que ça ne revient pas sous forme d'une représentation? Je ne sais pas. Tout ça, c'est mes petits fétiches, mes objets. Comme mon portefeuille, mes fiches de paye. Si j'avais tout ça ici, je me croirais chez moi. Donc s'il avait tous ces objets avec lui, il pourrait être comme chez lui. Mais moi j'entends carrément, il pourrait être lui, parce que tous les objets ne seraient pas coupés de lui. Puisque là, il ne peut pas les imaginer comme loin, mais quand même à lui. Le casque, c'est pareil. Des cris, des hurlements, des bêtises, que la mob, elle aurait besoin de se faire soigner. C'est pour ça qu'il faut la monter. C'est une mob qui est d'origine, du mois, de l'année. Ah, attendez, j'ai l'assurance là. Il parle de la mobilette et du casque comme de lui. Il parle aussi des cris, des hurlements, des bêtises, c'est-à-dire effectivement de ce dont j'avais parlé quelquefois, que quand les voix ne sont que cris et hurlements, là on peut parler de réel. Là c'est pas symbolisé, il n'y a pas de mots. Et c'est ce qui se passe quand il met le casque, visiblement. C'est ma mère, c'est à cause de mes parents. Je me perds en trottinette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas l'expliquer, je me perds en trottinette. Il y a du sang, enfin je vois du sang. Quel rapport avec la mobilette ? Oui, il y a du sang dans le réservoir. Bon, vous savez bien que quand on enfourche une mobilette, le réservoir, c'est justement ça qui est à la place du zizi. Et là, il y a du sang. Il y a du sang dans le réservoir. Le réservoir, l'essence, c'est ce qui fait marcher la mobilette, comme le sang, c'est ce qui fait marcher les êtres humains. Et rappelez-vous l'histoire du tiers-sang. Le tertian qu'on lui fait prendre et il pense avoir un sang étranger. Mais là, son sang à lui est dans le réservoir de la mobilette. On voit bien qu'il y a une osmose entre lui et la mobilette, qui est lui et qui en même temps est le phallus.
c'est-à-dire le phallus de la mère, mais dont on peut dire les parents, tellement les parents sont mélangés, père et mère, l'un l'autre. Alors, dans ma théorisation de l'époque, je dis oui, c'est une castration imaginaire dont il est question, et elle n'est pas symbolique. J'avais cette idée que l'imaginaire et le symbolique, c'est des choses qui peuvent se séparer. Maintenant, je suis dans l'idée qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. L'imaginaire, c'est la surface, le symbolique, c'est le trou. C'est le trou qui permet de concevoir qu'il y a de la surface, c'est la surface qui permet de concevoir qu'il y a un trou. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Le trou du Ford-Da, c'est ce qui permet d'avoir une image. Faire disparaître l'objet, c'est le faire apparaître en image, en représentation. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est symbolisé quand il s'agit de la mobilette, oui, comme dans un rêve. Combien de fois j'ai rêvé de vélo, moi, dans des rêves. Et là, il dit qu'elle a une apparence de moto parce que, oui, il est comme tout le monde, il veut avoir un phallus plus gros que les autres. Donc c'est pour ça que les gens, ils veulent passer de la mobilette à la moto, puis de la moto à une moto plus puissante, et puis de la moto à une auto, et ainsi de suite. Et que c'est jamais satisfait. Il parle de l'origine de la mobilette qu'il a oublié, mais en fait c'est comme si il parlait de sa propre origine, sa naissance, le mois, l'année. Je n'arrive pas à me tuer, à m'habituer au monde. Le monde te tue ? Le monde me tue. J'ai plus de nerfs, je suis plus vivace, j'arrive plus à colmater mes nerfs. Je suis si flashé comme ça. Je suis pas comme les autres. Mon rôle, c'est de progéniture tout seul. C'est d'avoir des projets avec mes objets. Par exemple, les renouveler à ma personne, les inadapter. Vous voyez à nouveau l'apparition d'un mot qui veut dire la chose et son contraire. Il voudrait dire peut-être adapter les objets, mais en même temps, adapter les objets, ça serait les inadapter, c'est-à-dire effectivement les jeter au loin pour les fabriquer en termes de représentation. Et ça, une représentation, c'est adapté justement parce que l'objet n'est pas adapté, comme la clé USB est adaptée au trou où elle rentre. Et dans cette histoire de adapter au trou, il parle de colmater les nerfs, parce qu'effectivement, il y a des trous partout, et il fait de la collure, et en effet, pour essayer de quoi ? De me progéniture tout seul. Encore une invention lexicale, où on entend bien le fantasme d'auto-engendrement qu'on avait vu chez Abdel, qu'on voit dans mes rêves, et qu'on voit aussi dans le film Les Langoliers. L'avion qui rentre dans la fente spatio-temporelle, c'est de l'auto-engendrement, bien entendu. J'avais dit dans mon article à ce sujet que les gens sont tous dans l'avion phallus qui va rentrer dans la fente. Ça rappelle tout à fait le film de Woody Allen, Tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, où on le voit avec d'autres habillés en spermatozoïdes dans le couloir d'un avion, prêt à être parachuté, quoi. C'est le même fantasme. Chacun le décline à sa façon, mais moi je me suis vu de cette façon-là dans certains rêves. C'est là où je rejoins le Tintin et tant d'autres sur la question de l'auto-engendrement. Alors dans cette histoire d'auto-engendrement, il y a aussi une histoire de là pas là, comme dans le Ford-Da, je suis pas là, mais je suis là quand même pour m'auto-engendrer moi-même, parce que après avoir m'être auto-engendré, je serai là. Vous voyez le paradoxe, pour être, il faut avoir été. Ce qui est un peu compliqué. Ça fait boucle spatio-temporelle, effectivement, paradoxe spatio-temporel, qui est un des grands thèmes de la science-fiction. Et c'est pas pour rien, sans doute, qu'il dit qu'il a des science-fiction qui lui permettent de penser. Voilà deux affirmations qui sont, et je dirais, quasi contradictoires.
Quand je serai bien, j'ai envie de faire la pêche ou de m'engager dans la Légion. Plutôt la pêche, parce que l'armée, ça serait encore des histoires de parents. La pêche, parce que sa sœur est partie du foyer familial, elle est allée épouser un pêcheur en Bretagne. Donc ça lui donne une ouverture, une possibilité de forte dans le Da, une possibilité de sortir. Sa sœur a pu sortir. C'est une possibilité de trou, donc de symbolisation. Mais en même temps, il dit, si j'avais mes parents, ils me colmateraient mieux. Colmater, c'est-à-dire boucher le trou. Et pourtant, il n'arrête pas de dire que ses parents bouchent le trou, le tapent dans le dos, lui font le programme, etc. etc. Et là, c'est comme s'il ne les avait pas. Si j'avais mes parents, ils me colmateraient mieux. Je veux que ma grand-mère revive. Faudrait une prise de sang à ma mère, que j'ai du sang à ma mère, qui me prophète tout seul. Vous voyez que le sang de la mobilette qui était dans le réservoir, qui était dans le tiers-sang, c'est aussi le sang de la mère, puisque il n'y a pas de différence, le cordon ombilical n'est pas coupé, le sang passe de l'un à l'autre. Et le sang de la mère qui me prophète tout seul, je pense pouvoir entendre qu'il a peut-être voulu dire aussi qu'il me profite à moi, qui me permet d'être moi, ce qui est un paradoxe, parce que si c'est le sang de la mère, c'est-à-dire les pensées de la mère, les paroles de la mère, non, ce n'est pas lui, mais qui me prophète tout seul, prophète au sens de l'auto-engendrement. Le prophète, c'est celui qui prédit qu'il va arriver, mais qui va arriver lui tout seul, sans sa mère. Vous voyez, tous les paradoxes qui sont condensés, toutes ces contradictions qui sont condensées les unes sur les autres. Et c'est là qu'il a un peu de mal, parce que effectivement, la moindre des choses pour exister, c'est d'arriver à faire en sorte que la chose et son contraire ne soient pas la même chose. Dans les rêves, j'ai souvent affaire avec la chose et son contraire condensés ensemble, effectivement, et c'est ce qu'il a à faire tout le temps, y compris dans les mots qu'il invente, pour tenter de se prophète tout seul, c'est-à-dire d'avoir des paroles pour lui tout seul. Des paroles singulières qui le sépareraient enfin des paroles de ses parents. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que j'en ai déjà dit beaucoup. J'ai en fait réfléchi avec vous sur ce que ça m'amène à réfléchir et sans arriver à une conclusion strictement affirmative. Donc je garde l'esprit ouvert pour mes prochaines recherches et réflexions auxquelles je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Protégez-vous, gardez la tête de votre tête. Levez la tête de votre tête. Reculez-vous de votre tête. Sur votre tête. Attention, protégez-vous de votre tête. Faites attention à ce que c'est. Ne se prépare pas pour la tête. Chacun la trouve, et si le léger
Protégez votre société. Hop là. Bravo. Le fait de mettre dans la tête, tout en train de l'aider dans son tête, ça tchac. Tchac, 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 tonton. Tchac, 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 tonton. Tchac, tchac, tonton. Tchac, tchac, tonton. Regarde le mettre dans sa tête. Le mec va le chemin de l'autre, le chemin de l'autre. Faites attention aux autres et dans votre tête. Ah, si. そして目の目に頑張り。